Et donc en fait la réussite c'est ça, c'est d'arriver à faire bouger les lignes. Mon invitée aujourd'hui est Pauline Orgeva, qui après avoir vécu un premier succès entrepreneurial avec la création de 1001 listes en 1999, se lance dans une nouvelle aventure, la start-up deuxièmeavis.fr, pionnière en France dans la télémédecine. Elle nous raconte son parcours, en quoi cette entreprise a été imaginée à partir d'une expérience personnelle douloureuse. Dans cet échange, vous allez découvrir comment gérer une situation de crise avec un bad buzz médiatique, comment garder la tête froide quand le quotidien est fait de situations parfois douloureuses. Une discussion émouvante qui va réveiller en vous l'envie d'entreprendre pour une noble cause. Bonjour Pauline. Bonjour David. Alors pour commencer cet échange, j'aimerais vous faire réagir à une citation que j'ai sélectionnée pour vous. Le sentiment d'injustice peut donner à une personne une force incroyable. C'est de Bernard Tapie. J'étais assez surpris. Grand philosophe. Voilà. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ça m'évoque beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est un peu l'origine de Deuxième Avis, hein, et puis des activités associatives aussi que j'ai co-créées. Ça fait faire des grandes choses parce que l'injustice, c'est insoutenable. Et donc, dans notre cas, c'était l'injustice par rapport à un problème de santé grave. On n'a pas tous les mêmes chances de guérison en fonction de qui on est, où on habite, si on a un problème de mobilité ou pas, si on est jeune ou pas. Et donc l'idée, c'était de répondre en partie à cette inégalité, à cette injustice. Wow. Et ça, je trouve ça très fort, les gens qui arrivent face à une injustice, à un drame, à canaliser ça en quelque chose de créatif, en fait, d'une certaine manière, qui va apporter à la société. Il y a des forces qui peuvent être destructrices à des moments qu'on ne les canalise pas bien. À quel moment vous avez justement réussi à canaliser cette injustice, cette frustration, cette tristesse en cette aventure Deuxième Avis ? Après ça, je crois que c'est quand même des questions de caractère. Hein. Peut-être pas aller trop loin dans la vie perso, mais effectivement une souffrance, un échec. Moi, j'ai besoin que ça devienne vertueux, que ça apporte quelque chose et que c'est un sens, en fait. Et qu'on apprenne on ne souhaite à personne ni de souffrir, ni d'avoir un échec. Quoique je sors de la conférence de Charles Pépin sur la vertu de l'échec. Mais voilà, c'est transformer, en fait, ces expériences personnelles pour pouvoir... quelque part le transcender et puis des solutions qu'on a trouvées pour soi-même, pouvoir les apporter à un beaucoup plus grand nombre, c'est hyper motivant et ça change complètement du coup les échecs ou les souffrances que vous vivez. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement les débuts de Deuxième Avis, comment ça s'est passé et puis je crois qu'aussi les débuts n'ont pas été évidents, avec beaucoup de freins, beaucoup de murs en face de vous. Si vous pouvez me raconter ça. Alors, oui, peut-être juste dire que moi j'ai eu une première expérience entrepreneuriale avec 1001 listes et qui s'est très bien terminée. C'était un super beau projet, on était 80 et j'ai bien vendu. Et donc voilà, l'idée ensuite c'était de réentreprendre, mais sur un sujet d'intérêt général. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était un peu le pitch, en tout cas mon pitch à moi. Et puis, donc j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer du monde, à écouter, à voir dans quel secteur j'avais envie de travailler. Et assez vite, finalement, ça a été le secteur de la santé, parce que la santé, c'était un des secteurs qui n'avait pas été révolutionné par le monde du numérique, pas encore, il y a 10 ans. Hein. Et donc, il y avait plein de choses à faire. Donc ça me plaît quand il y avait plein de choses à faire. Feuille blanche. Et voilà, et donc j'ai commencé... aussi à monter une association sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, qui a un handicap. Et puis très vite confronté à une expérience personnelle, puisque c'est souvent les expériences personnelles qui sont à l'origine de projets entrepreneuriaux. Voilà, mon fils était suivi à Necker pour sa scoliose. Le médecin nous dit, écoutez, il faut opérer, mais l'opération est risquée, j'ai besoin d'avoir l'adhésion de la famille, donc prenez un deuxième avis. Et à ce moment-là, on s'est dit, chapeau pour le médecin, et ça nous a inspiré encore plus de confiance dans ce médecin,
En revanche, on était un peu perdus parce qu'ils ne nous avaient pas donné le nom d'une autre équipe experte en scoliose infantile. Donc, on a de la chance, on a beaucoup d'amis médecins. Mais malgré tout, on a mis 10 jours à identifier une autre équipe, 4 mois pour prendre le rendez-vous. Wow. Et quand on est arrivé sur place, donc autre hôpital, moi, mon fils qui est autiste a fait une crise d'angoisse. Donc, on n'a pas pu finalement l'amener à la consultation. Et moi, j'y suis allée avec son dossier. Et le médecin m'a déstressée. Et m'a dit, écoutez, je vais vous donner un avis très sérieux, parce que j'ai l'intégralité du dossier de votre fils. Et donc, je suis ressortie de là, rassurée ou pas, mais en tout cas, il fallait bien l'opérer. L'avis était convergent, mais surtout en me disant, pourquoi j'ai attendu 4 mois ? Pourquoi j'ai provoqué une crise d'angoisse finalement de mon fils ? Pourquoi on a dû prendre tous les deux avec mon mari une journée off, et ça doit être encore plus compliqué pour les gens qui sont loin, qui n'ont pas ce réseau que nous on a. Voilà. Et donc, deuxième avis est né vraiment de cette expérience personnelle et de cette volonté de trouver une solution ou de proposer une solution à des gens qui n'en avaient pas. Waouh. En fait, c'est vraiment des différentes étapes qui est né le processus. Et un des éléments clés dans ce que vous dites, c'est vraiment le fait qu'il ait pu donner un avis sans... sur dossier. Sur dossier. Voilà. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est ce même processus. Et on va sur la plateforme et on peut rentrer en contact avec une personne spécialisée. Alors, complètement. Alors, peut-être, parce qu'il y avait une autre partie dans votre demande, c'était aussi les difficultés du démarrage. Oui, voilà. Parce que, voilà, ça paraît une évidence que c'est un besoin et donc c'est potentiellement une solution. On a évidemment, on s'est assuré auprès des médecins, des pontes, des référents, que l'avis sur dossier était pertinent d'un point de vue médical, était sérieux. Et là, on a eu à 100% des retours positifs. C'est la complétude du dossier qui est important. Et donc, on s'est lancé, on a décidé de se lancer. Et là, alors bon, on a été pionniers en télémédecine, donc je passe sur la longueur administrative, l'autorisation de la CNIL, la signature d'une convention avec une agence régionale de santé. Enfin bon, mais tout ça, ça paraît rien, mais c'est 2 ans en fait, c'est 2 ans. Wow. Donc vous attendez et vous êtes obligé d'attendre que l'administrative mette votre demande d'autorisation sur le dessus de la pile. Bon, mais ça n'était rien par rapport à ce qui nous attendait. Parce que c'est vrai qu'on s'est pris, le conservatisme en fait, du milieu, l'ordre, les syndicats de médecins. Ah, oui. Et en fait, il y a eu une incompréhension. Nous, on avait l'impression d'apporter une solution à la fois aux médecins pour accompagner leurs patients et puis aux patients eux-mêmes. Et en fait, on nous a traités... d'escrocs, qu'on allait perdre les patients, que c'était... voilà, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est une entreprise à impact social, une entreprise à mission. Effectivement, et on nous a traités de tous les noms. Incroyable. Et donc, ça a été une vraie polémique, une vraie situation de crise. Au tout début, alors? Au tout démarrage. En fait, on venait d'avoir l'autorisation de la CNIL, on était... content, on l'attendait. Ça fait comme ça, quoi. Et là, buzz, mais enfin, j'ai fait l'ouverture du JT de TF1 à 20h. Ah oui, non, à ce point. Et donc là, vous jouez finalement 2-3 ans de travail préalable. Et puis quelque part une mission, une solution, parce que et puis médias très difficiles parce qu'en général on vous coupe et on vous laisse 30 secondes, sauf c'est vrai que le JT de TF1, voilà, moi j'ai parlé avec mes tripes, on a un ADN très social, c'est vraiment la réduction des inégalités sociales et territoriales. Et puis après, j'ai pu avoir plus de temps d'antenne, expliquer. Et voilà. Et puis maintenant, c'est de l'histoire vraiment ancienne, parce que le Covid, en plus, a complètement changé l'état d'esprit de tout l'écosystème. Et comment vous l'avez vécu, à titre personnel, ce moment c'est extrêmement dur, on a l'impression de faire quelque chose de beau, soit on l'a vécu, c'est dur, on met ses tripes dedans. Et puis là, en fait, grosse incompréhension, on se demande même si derrière, c'est pas des enjeux, parce qu'ils voient des gros enjeux financiers. Oui, il y a des enjeux de lobbying derrière. Et franchement, mal dans le sens où c'est effectivement quelque chose qui affecte, parce que c'est pas une entreprise
j'ai envie de dire que oui, on a cherché à apporter une solution, comme vous dites, j'ai monté avec mes tripes et mes associés aussi. Donc ça a été, en fait, ça a été un combat. Ça a été un combat pour expliquer, pour faire de la pédagogie et puis pour rester en fait, parce que et voilà. Et dans ces moments-là, j'ai envie de dire, on ne se pose pas trop de la question de qu'est-ce que ça me fait. C'est surtout qu'on va au front, on explique. Moi, j'ai monté Deuxième Avis avec 2 associés. On a été extrêmement proches et on s'est soutenus. Et voilà, on s'est fait entre guillemets accompagner par des spécialistes de com de crise. Moi, j'avais jamais vécu ça. Et ça, vous l'aviez anticipé avec cette agence qui vous a accompagné? C'était dans votre plan? Vous vous êtes dit, ou c'est en plein live, et ça commence, et donc là, il faut trouver quelqu'un pour nous aider? Pas du tout. Et puis, on avait rencontré quand même avec notre projet la Terre entière. Je veux dire, le projet, il n'est pas sorti de terre. On avait quand même une vraie expérience avant. Donc, on sait qu'un projet, il ne faut pas le monter seul. Il faut co-construire avec les parties prenantes. C'est vrai qu'on a certainement dû oublier du monde, sinon il n'y aurait peut-être pas eu cette polémique. Mais non, on n'était pas du tout au stade d'agence de com, on était au stade du pilote en fait. Bah oui. Voilà. Et donc l'agence, la com de crise, c'est juste qu'au bout de 2 jours, quand il y a du bad buzz dans les réseaux sociaux, quand vous voyez que les médecins spécialisés médicaux commencent à s'emparer et que là, on vous dit, demain, c'est le Figaro et le Monde, et puis après-demain, c'est TF1. Vous avez besoin de vous faire accompagner à ce moment-là. Mais donc, c'était vraiment une situation de crise. Voilà. Et alors, est-ce que vous auriez... Je me permets de creuser un peu ce sujet, parce qu'aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux, ça peut vraiment détruire la réputation d'une boîte, parfois même la couler. Ça peut aller très vite. Dans ces moments-là, est-ce que vous avez des leçons que vous avez apprises de cette phase de crise? Est-ce qu'il faut au contraire aller avec toutes ces tripes, parler sans filtre? Au contraire, il faut vraiment bien travailler son discours au risque d'être un petit peu distant? Est-ce qu'il faut surcommuniquer? J'imagine que chaque situation est différente, mais dans votre cas... Oui, moi je ne suis pas experte en communication non plus. Mais votre expérience. Les leçons à tirer de ça, c'est déjà, on avait juste oublié d'aller voir certaines parties prenantes. Et donc ça, c'est essentiel. Et ça, c'était une erreur, clairement. Ce qui est fou, c'est qu'on s'était entouré d'un conseil scientifique. Il y avait beaucoup de gens qui nous accompagnaient et qui n'ont pas vu cette polémique arriver. Malgré tout, collectivement, on aurait pu faire mieux. Et donc ça, c'est une première leçon. Nous, sur les réseaux sociaux, on n'était pas du tout prêts. Donc, on a plutôt choisi de ne pas surréagir et en revanche, d'être très vrai dans notre communication. Et je crois que c'est ce qui nous a sauvés aussi. C'était pas une posture. Deuxième Avis, on l'a créé, encore une fois, pour résoudre un problème sociétal et un dysfonctionnement d'un système de santé qui... avec des médecins qui se surspécialisent et une difficulté d'accès à ces médecins. Et donc, en étant vrai, je pense que ça a payé à terme. Donc, non, pas de discours. J'avais des copains énarques qui me disaient « mais t'es beaucoup trop transparente ». Effectivement, mais je crois qu'à terme, ça a payé. En tout cas, c'est vraiment derrière nous. Donc là, vous m'avez dit que vous avez 2 associés. On sait que l'aventure entrepreneuriale, c'est la complémentarité. Quelle complémentarité vous avez entre vous 3 ? Alors effectivement, c'est clé. Et avant, j'avais monté une entreprise donc de milléunistes seule. Et j'avais vraiment eu l'impression de porter à bout de bras pendant 10 ans la société. Donc ça, c'était un autre enseignement. Remonter une entreprise, mais pas toute seule. Et donc, c'était quoi le genre de profil que vous cherchez? Prune, déjà profil intergénérationnel. Prune, 20 ans de moins que nous. Et du coup, franchement, c'est pas les mêmes raisonnements en fait. Et donc c'est essentiel. Et notamment sur tout ce qui est digital. Et puis Catherine est très cartésienne, rationnelle, donc s'occupe de tout ce qui est réglementaire, finance.
Voilà, alors que moi, je suis plus créative, communicante et peut-être moins structurée, certainement moins. Et donc, voilà, vous voyez très bien la complémentarité. Et surtout sur des sujets aussi sensibles que la santé. Oui. J'ai envie de dire que on ne peut pas se permettre de ne pas être nickel d'un point de vue réglementaire, juridique, déontologique évidemment. Enfin, c'est rien à voir, quoi. Ouais. Voilà. Et quel est justement, entre votre première expérience entrepreneuriale et aujourd'hui, dans votre profil, dans votre quotidien, dans les compétences que vous avez développées, la différence, si on devait faire une comparaison des deux profils de CEO? Il y a plein de choses qui ont changé. Hein. D'abord, monter une entreprise à 3 et monter une entreprise seule, c'est pas du tout sur la durée la même chose. J'ai pas du tout l'effet. Enfin, je veux dire, quand on a des moments de mou, hein, comme tout le monde, mais à 3, c'est beaucoup moins grave parce qu'on sait que les autres continuent à porter. Et donc voilà, ça change beaucoup. Ça change aussi parce que moi, quand j'avais monté 1001 listes, j'avais finalement l'âge de mes salariés. Là, il y a effectivement, moi, mon équipe, elle est beaucoup plus jeune et donc c'est passionnant, mais on vit des choses différentes et avec une relation un peu différente. Du temps de 1001 listes, impossible d'emprunter, mais même 10 000 €, j'ai jamais réussi à emprunter. Là, franchement, la France a fait des progrès en termes d'entrepreneuriat et d'aide à l'entrepreneuriat phénoménaux. Donc, je vois aussi une facilité à entreprendre qui n'était pas le cas avant. Et puis, en termes d'équipe, c'est surtout le Covid. Hein, avoir une partie de l'équipe en télétravail. Moi, j'ai une partie qui est en full télétravail, une partie qui vient 2 jours par semaine. Donc, c'est une façon de manager complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant quand on entreprend, c'est de se réinventer. On est obligé, on ne peut jamais être sur une voie confortable, ni pour le marché, ni vis-à-vis de ses concurrents, mais même vis-à-vis de son équipe. On est boosté, on apprend en permanence. Et ça, c'est passionnant. Mais voilà, c'est très différent d'une expérience à l'autre. Et quelle serait votre définition de la réussite? Vous avez une première réussite, puis là, vous avez senti le besoin de mettre du sens. Et aujourd'hui que cette entreprise marche, ça continue de grandir, quelle serait votre prochaine réussite? Alors que ça peut être intérieur ou même pour l'entreprise? Alors j'ai envie de dire que comme justement ça a du sens, même quand on était en plein milieu de la tourmente avec cette polémique, je me disais mais c'est pas grave parce que je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais quel que soit l'endroit que j'atteindrai, que nous atteindrons, on aura fait bouger les lignes. Et donc en fait la réussite c'est ça, c'est d'arriver à faire bouger les lignes. Quelque chose qui était impensable il y a 5 ans, mais en fait maintenant c'est plus un sujet. Maintenant ce sont les médecins même qui nous qui recommandent à leurs patients de prendre un second avis sur notre service. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une première réussite. Et après, on est une entreprise à mission, donc, et on est une brique du parcours de soins. Donc la suite, c'est probablement de s'intégrer dans le cadre d'un parcours de soins plus global. Et donc, je ne sais pas, la réussite, c'est d'arriver à s'intégrer dans un parcours qui aura du sens de A jusqu'à Z, d'avoir fait tout ça pour garder cette cohérence et ce sens et cette réduction d'inégalités ensemble. Excellent. Et vous êtes dans un domaine où forcément les patients qui viennent, posent leur dossier, sont dans des situations compliquées, sont peut-être parfois un peu à fleur de peau. Donc ça doit vous mettre une grosse pression à des moments sur les épaules. Comment faire pour que cette pression-là, elle n'inonde pas toutes les autres sphères de la vie? Pour un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un d'assez entier. Il embarque souvent les stress à la maison, avec la famille. Voilà, si vous avez des conseils à partager là-dessus. Alors peut-être expliquer ce qu'on fait en quelques mots, puisque tout à l'heure je ne vous ai pas répondu. Mais donc effectivement, donc, deuxième avis, c'est la possibilité d'avoir un avis par des médecins référents, des pontes, en moins de 7 jours, alors que la moyenne d'accès à des consultations physiques, c'est de plusieurs mois, et sur la base d'un dossier médical complet.
Donc voilà, c'est un questionnaire et puis c'est le plot de votre IRM, de vos radios, de vos examens sanguins, etc. Et donc l'avis est rendu par un des médecins référents sous forme de compte-rendu écrit. Voilà, c'est pas une visio, c'est vraiment un avis après analyse d'un dossier complet. Et oui, vous avez raison, on est en permanence confronté à des gens pour qui, en fait, c'est essentiel cet avis. C'est souvent l'unique solution pour eux. Ils sont confrontés à une décision médicale difficile. Et donc, on n'est pas un service comme un autre. Ben oui. Voilà. Donc, d'abord, on doit être assez exemplaire. Alors, on ne l'est jamais à 100%, mais avec voilà, une écoute exemplaire, notamment au niveau du service patient, avec une réactivité qu'on est obligé d'organiser. Et pour ça aussi, on a mis en place en fait des formations avec un psychologue de la santé aussi pour que les équipes ne soient pas trop sachent où s'arrêter. Hein. Nous, on n'est pas médecins, nous on organise, on met en relation avec des médecins et recevoir tout ce flot de souffrance ou c'est pas évident. Donc voilà, en interne en tout cas, vous avez on a fait appel à quelqu'un pour accompagner vos équipes. Exactement. Voilà. Et puis, là, oui, on a des nouvelles équipes et donc on va refaire des formations, des sessions d'accompagnement. Et puis après, à titre personnel, je dirais que si je suis entrepreneur, c'est que j'y arrive. Hein. C'est que tout n'est pas... c'est que j'arrive à couper un peu ou en tout cas que ça ne me mine pas, au contraire, que ce soit que tout l'enthousiasme et que toute l'énergie que je mets au niveau de l'entreprise, en fait, ça décuple l'énergie au niveau de la famille et c'est pas un stress quotidien. Je me réveille pas la nuit ou si je me réveille la nuit, je gère, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, pour moi c'est plutôt une personnalité quoi. Oui, une personnalité et puis voilà, cette volonté d'entreprendre rejaillit aussi sur ma sphère privée, mais de façon positive et entraînante. Enfin, j'espère, il faudrait interroger ma famille, mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices du fait de cette vie professionnelle. Au contraire, j'ai l'impression que les deux se sont nourris complètement. Excellent. Et alors, une question plutôt pour avoir un regard sur l'entrepreneuriat. Là, plus sur le domaine de la santé, il y a plein de sujets à adresser aujourd'hui. Le digital aussi ouvre énormément de portes. Quels seraient, fort de votre expérience, pour vous, des besoins qu'il faudrait adresser pour permettre à plus d'entrepreneurs d'aller dans ce secteur ? Les besoins, il y en a énormément, ça c'est sûr, mais en fait, votre question, c'est comment permettre aux entrepreneurs de réussir dans ce domaine de la santé qui est complexe. Beaucoup vont se dire, oh là là, ça va être beaucoup trop compliqué. Il y a, vous avez dit, 2 ans de normes. Bon, ça a changé depuis, on a été pionniers, mais maintenant c'est une déclaration et plus une autorisation. Voilà. Donc là, en gros, c'est la législation qui a évolué alors, c'est ça ? Alors en gros, peut-être pour préciser la question, c'est est-ce qu'il faut laisser les choses un peu compliquées pour que ce soit que les meilleurs, un peu une genre de sélection naturelle de l'entrepreneur qui va au travers de ça, puis on va toujours se dire oui, il en faudrait plus, mais en même temps, le combat est tellement compliqué et les sujets sont compliqués, donc on peut pas avoir n'importe qui va là-dedans, ou au contraire, ça en décourage tellement parce que c'est un domaine compliqué que en fait c'est dommage. En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'en santé, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. On parle beaucoup, par exemple, des patients experts en ce moment. Et donc, c'est les patients qui ont vécu une pathologie et qui pourront accompagner des soignants et des patients dans le cadre de leur parcours. J'ai envie de dire que c'est des DU qui peuvent être assez courts, plus longs. Et c'est une façon aussi de moderniser la santé, de la réhumaniser. Donc, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il y a un Doctolib qui déroule complètement sa stratégie. C'est énorme, mais ils ont complètement participé à la modernisation du système de santé aussi. Donc, moi, je crois
pas qu'il faille... il n'y a pas de côté magique et la santé, c'est de l'entrepreneuriat extrêmement complexe parce qu'il y a de l'éthique, du réglementaire, du public, du privé, du non lucratif, du lucratif. Et puis, on est sur des questions essentielles, en fait. Donc, voilà. Et les meilleurs, ça peut être... c'est pas une typologie de personnes. Les meilleurs, c'est les gens qui... je ne sais pas, veulent résoudre un problème d'inégalité. C'est des gens qui déroulent une stratégie qui savent le faire. Il y a plein de façons. Il y a des patients qui ont vécu des choses qu'ils veulent apporter aux autres. Donc, non, ce qu'il faut... Enfin, je ne sais pas tellement comment répondre à cette question. Il y a des choses qui ont été faites, par exemple, effectivement, de passer de l'autorisation, par exemple, de la CNIL à une déclaration avec possibilité ensuite d'être audité, ça fait gagner 2 ans. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre d'attendre 2 ans pour faire ça. L'argent, il y en a énormément. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Et il ne faut pas trop déréglementer parce que c'est quand même un sujet particulièrement complexe et subtil. Si je résume ce que vous dites, c'est que c'est le bon moment, c'est que les choses ont beaucoup évolué. Ouais. Et que y a tout type de profils qui peuvent y aller et que un entrepreneur qui se poserait des questions, ça vaut la peine qu'il creuse un peu. Franchement, il y a des besoins, ça vaut la peine qu'il creuse et qu'il creuse avec toutes les parties prenantes parce que ça c'est essentiel de ne pas avancer seul. Et alors une dernière question, on est au Spring Campus et la thématique c'est la société entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que c'était les associations, que c'était l'État qui bougeait la société. Et en fait, ils ont presque plus les moyens de le faire. Les associations, elles peinent aussi à obtenir des subventions. Et donc, c'est essentiel que ce soit les entreprises qui se bougent. Et donc... voilà, moi je suis entreprise à mission, donc en plus la raison d'être et le rôle sociétal d'une entreprise, pour moi, pour ma boîte, pour Deuxième Avis, c'est évident, mais pour toutes les entreprises, en fait, c'est ce qui permet de voir des gens différents, c'est ce qui permet de changer de milieu, d'apprendre. Donc voilà. Et puis maintenant, on est évidemment sur des sujets écologiques, sociétaux, d'inclusion. Et l'entreprise doit évidemment s'approprier et avec toute sa capacité d'innovation. Donc c'est essentiel. Merci beaucoup.